Et bienvenue à tous dans ce podcast des affaires obscures. Bonjour Florent. Salut David, comment ça va ? Bah ça va bien et toi ? Alors est-ce qu'on a des news de l'affaire de la semaine dernière ? Rien. Écoute, j'ai continué à regarder un petit peu à droite à gauche, mais c'est vrai que ça serait intéressant de suivre l'évolution de l'affaire, la disparition des Méchino, parce que certainement on aura des rebondissements. Pas d'indices supplémentaires en une semaine. Bon, évidemment, le temps judiciaire n'est pas si rapide. Non. Sinon, on aurait beaucoup d'affaires résolues. C'est parfois mieux comme ça. Il faut du temps, puisque on l'oublie quand même assez souvent. Il faut du temps pour que certaines affaires puissent se résoudre. Exactement. Puisque Exactement. Non seulement il y a certaines preuves, il y a certaines langues qui se délient. Et puis il y a des fois tout simplement la technologie qui nous permet d'avancer sur certains faits. C'est vrai. Et en tout cas sur cette affaire-là, je pense que outre tous ces éléments, et quand bien même la technologie avancera encore, je pense qu'on est sur d'autres aspects qui nécessiteront un peu plus de chance, puisque la chance fait aussi partie de la résolution des histoires. Bah c'est ça, et puis en fait ça serait une bonne occasion pour faire un petit hors-série ou un petit update très rapide. Si jamais on voit qu'il y a de l'avancement dans l'année, on vous tiendra au courant. Ça serait intéressant d'avoir ça sous le radar. Bon alors toi aujourd'hui David, de quoi tu nous parles ? Tu nous avais parlé, si mes souvenirs sont bons, d'un cas de malédiction, mais comme je te disais juste avant qu'on démarre cet épisode, il y en a beaucoup, alors je sais pas vraiment de laquelle tu vas nous parler. Alors effectivement, moi aujourd'hui je vais vous parler de malédiction, et je pense que vous avez tous en tout cas celle en tête, celle auquel je pense, et c'est bien de celle-là que je vais vous parler, la malédiction de Toutankhamon. J'ai adoré cette histoire quand j'étais petit, incroyable. Et donc évidemment la malédiction de Toutankhamon qui est quand même un fait qui produit des effets depuis maintenant 100 ans, puisque on a fêté en 2022 les 100 ans de la découverte du tombeau de Toutankhamon. Ah ouais. Il a été découvert, comme je vais vous le dire dans quelques minutes, en 1922. Et donc voilà, il faut s'imaginer quand même que là on fait un saut dans le passé, puisque Toutankhamon, c'était il y a 3345 ans son règne. Alors vous imaginez. Donc le Toutankhamon, il en a vu passer des époques, et forcément, avant de vous parler de la malédiction, parce que on reviendra sur le terme malédiction, je vais vous contextualiser un petit peu l'histoire, Ouais. Puisque c'est important quand même de savoir d'où tout ça c'est venu. Et alors déjà, évidemment, première chose à recontextualiser, le lieu, je pense que tout le monde le connaît. On est dans la vallée oui, Belgique, c'est ça. On est aux alentours de Bruxelles une fois, et donc non, on n'est pas en Belgique. On est un peu plus au sud, en Égypte évidemment. Alors. À titre personnel, et je sais pas toi ce que t'en penses, mais déjà moi je tiens quand même à vous dire, moi je suis un fan absolu d'Égypte. J'allais te couper et te dire que pour la petite histoire, il faut que tout le monde sache que t'es passionné par ça depuis. Voilà. Je pense que depuis qu'on se connaît, ça a toujours été ton truc, les mystères, l'Égypte ancienne. Exactement. J'adore l'Égypte, l'égyptologie. Et je vais même me confier quelque part ici. Bon, allez, j'y vais. J'aurais voulu, quand j'étais plus petit, être égyptologue. Donc vous imaginez, quelque part, pour moi, c'était quand même... archéologue ensuite, je sais que tu sais, parce qu'on a eu l'occasion de faire des fouilles et de trouver des os de lapin. Exactement, dans notre quartier. C'était la plus grosse découverte. Tout à fait. Une grosse découverte à l'époque, parce que c'est vrai qu'il faut quand même le dire, des os de lapin datant de moins de 2 ans dans une friche, c'était quand même important. Mais au-delà de ça, il y avait la passion qui nous animait. Ouais, c'est ça. Exactement. Et donc cette passion de l'égyptologie, moi je l'ai nourrie aussi, et surtout principalement à travers les livres, puisque pour la petite histoire, je n'ai jamais été en Égypte. Je n'ai jamais vu une pyramide d'Égypte. Ah, moi j'adore. Et c'est mon rêve. Mais en fait, quelque part, je garde ça
pour le moment où je serai prêt. Pour le moment où on enregistrera un épisode en Égypte. Allez. Au bas d'une pyramide. Allez, qui sait le mystère de la pyramide de Khéops, qui est voilà. Aussi un mystère qui est actuellement en cours. En tout cas, les galeries de la pyramide de Khéops. Mais voilà, là on revient donc à notre histoire, à notre histoire de Toutankhamon. Alors évidemment, je vais pas vous refaire le règne de Toutankhamon. Toutankhamon, c'est un jeune pharaon, puisque il est décédé à 19 ans, le pauvre Toutankhamon. On sait quand il a démarré, quand il a. C'était un peu jeune, quand il a régné. Ouais, son règne, à quel âge il a commencé à régner? Est-ce qu'il a régné genre 1 ou 2 ans, ou est-ce qu'il a commencé, je sais pas, à 8 ans? Alors là, tu me poses une colle, parce que là, je t'avoue que je suis pas assez calé dans l'histoire de Toutankhamon. Mais si t'as l'occasion de vérifier, ou alors dites-le nous en commentaire, ça peut être intéressant de savoir. En tout cas, voilà, Toutankhamon, c'est un jeune pharaon qui décède donc à 19 ans et qui, dans le pur rite égyptien de l'époque, embaumement, etc., est donc enterré dans la vallée des rois en Égypte. Et donc, c'est ainsi que 3245 ans d'histoire vont se passer sans qu'on entende parler du Toutankhamon. C'est vertigineux. C'est vertigineux, effectivement. Et donc, on revient au début du XXe siècle. On est notamment en 1902, et on a à l'époque un financeur. Alors, à l'époque, les archéologues, ils sont souvent financés par... Ils sont financés, par des financeurs, et à l'époque, la ruée vers l'Égypte, elle est importante, puisque on a quand même un gros désir d'égyptomanie qui se crée. J'allais dire, c'est un peu l'âge d'or de l'égyptologie bordélique. C'est-à-dire que ça va creuser dans tous les... C'est pas très... c'est scientifique, mais c'est pas non plus... Est-ce qu'on peut parler un peu de pillage quand même? Tu le connais, le premier fan d'Égypte, on le connaît tous. Le premier à vraiment mettre un pied en Égypte et qui va... Napoléon. Napoléon. Ouais. Napoléon et sa campagne d'Égypte, c'est lui le premier qui quelque part vient poser les galons un peu de cette égyptomanie qui va se créer au 19e et au 20e siècle. Alors au 19e, on est alors à l'époque on a un certain nombre de choses qui sont même un peu scandaleuses. On a des momies qui sont rapatriées pour faire des médicaments en Europe. Incroyable. Il y a beaucoup de choses. On a détruit malheureusement un petit peu de notre histoire à cette époque-là. Tout n'est pas, c'est comme l'histoire de Napoléon, tout n'est pas acheté à la poubelle. Évidemment, il y a des grandes choses qui ont été produites. Et à l'époque de Napoléon, on a notamment la pierre de Rosette, la fameuse pierre de Rosette, qui vient déchiffrer les hiéroglyphes, ce qui est quand même aussi à l'époque quelque chose d'incroyable. Ouais. Et ce déchiffrement des hiéroglyphes, il va être utile du coup à notre expédition en 1922. Et je reviens à mon histoire. Donc en 1902, on a donc un riche américain qui va acquérir un certain endroit dans la vallée des rois pour y mener des fouilles. Et il va donc faire des découvertes. Il va découvrir des tombes qui va donc transmettre au musée d'archéologie du monde entier, puisque à l'époque on fait pas trop attention à ce qui peut se passer en Égypte, donc on transmet à New York, on transmet à Londres, on transmet à Paris, on transmet partout. Et puis un jour, ce riche américain, Theodore Monroe Davis, lui il va céder en fait la concession à un certain Lord Carnarvon, et donc lui il a vraiment une place importante puisque il va être victime de notre future malédiction dont on va évoquer tout à l'heure. Okay. Et donc Lord Carnarvon, lui, il acquiert en 1915 donc cette concession où il va pouvoir mener des fouilles parce que à l'époque le financeur lui il dit tout est épuisé en fait. En gros, il balance ça pour une bouchée de pain et dit ici il y a plus rien à voir, circulez. Mais tiens, je te le donne. Si t'as envie encore de mener des fouilles, vas-y. Okay. Il s'est pas douté que malheureusement pour lui,
la plus grosse découverte de tous les temps, on peut presque le dire, hein, de tous les temps. Elle va être faite 7 ans plus tard, en 1922. Oh, le coup du sort. Donc en fait, pour lui, cette fosse, parce que c'est sous terre, hein, c'est ça. Cette fosse, elle a été entièrement retournée. Ils n'ont rien trouvé, terminé, bonsoir. Et donc en fait, il le donne un peu comme une bouchée de pain en se disant. Ouais, voilà, on est sur un périmètre en fait qu'il avait acquis, pour lequel il a fait des découvertes. Et puis après, du coup, ça y est, j'ai fait mes découvertes. Si toi, en gros, t'as envie de le prendre, je te le laisse. En fait, en gros, il jette un os à un chien, quoi. En quelque sorte, si on devait parler brutalement. Ouais. Et donc, notre Lord Carnarvon, qui a toute son importance dans cette histoire, lui, va s'entourer du célèbre Howard Carter, qui est, lui, donc, archéologue et égyptologue britannique, pour, du coup, mener les fouilles dans cette petite zone. Et dans cette petite zone, on a les tombeaux de Ramsès II, de Ramsès VI, et entre autres, de certains autres pharaons qui ont déjà été découverts. Et donc, ils vont mener leur petite fouille. Et puis, arrive ce qui doit arriver. En novembre 1922, on a donc toute la petite équipe de Howard Carter, qui est l'archéologue en chef sur le site, qui commence à dégager un endroit intéressant, on va dire. Donc ça dégage des marches, il laisse apparaître des marches, il laisse apparaître une porte, il laisse apparaître un seau. Alors souvent on se met à la place. L'émotion. L'émotion. Truc de dingue. Alors moi quand j'y pense, j'en ai des frissons parce que je me dis ça doit vraiment être une sensation inexplicable. Ouais, clairement, je suis d'accord avec toi. Et donc voilà, on est en novembre et puis forcément l'archéologie c'est aussi une science de la minutie. Donc on vient périmètre, centimètre par centimètre, déblayer les zones et donc là Howard Carter, l'archéologue, il envoie à Lord Carnarvon le 6 novembre, il envoie un télégramme et il lui met: avons fait une découverte extraordinaire dans la vallée, une tombe somptueuse dont les sceaux sont intacts. L'avons refermée jusqu'à votre arrivée. Félicitations. Donc, le brave Howard Carter, il annonce à son boss: boss, on vous attend. Il faut venir tout de suite. On a découvert une tombe incroyable. Et attends, on mettait combien de temps pour aller en Égypte à cette époque-là? Parce que il faut venir tout de suite. C'était quoi, plusieurs semaines, j'imagine? Je peux te le dire. Parce que on a le télégramme qui est envoyé le 6 et Lord Carnarvon arrive le 23 novembre. Donc pas tant que ça, finalement. Pas tant que ça. Deux petites semaines, quoi. Et Lord Carnarvon, à l'époque, il vient avec sa fille Evelyn, qui elle aussi aura toute son importance dans la malédiction. On le verra tout à l'heure. Et donc, dès le lendemain de l'arrivée de Carnarvon, ça y est, ça repart. Vous imaginez l'excitation de tous autour de la tombe. On essaie de dégager peu à peu les éléments, notamment le sceau qui commence à apparaître lisiblement. Moi, j'imagine quand même la tension. La tension de ces 2 semaines d'attente. Tu sais que t'as ouvert un truc incroyable. Enfin, tu vas ouvrir un truc incroyable et il faut que tu attendes ton boss pendant 2 semaines sans dégager quoi que ce soit, alors que tu sais que derrière ça peut être incroyable. Moi je me mets à leur place, ça devait être dur. Et ce qui est encore plus exceptionnel, je pense qu'on peut dire, mais c'est que il y avait la majorité des tombeaux qui ont été découverts quand même à cette époque-là, ils ont tous été pillés, alors que là c'est un tombeau qui a l'air qui a l'air de pas du tout avoir été pillé, quoi. C'est ça. C'est pour ça que c'est exceptionnel déjà, en fait. Alors, il eût été a priori ouvert quelques milliers d'années plus tôt, mais on le verra, il n'a jamais été tout au moins intégralement visité. Donc, c'est-à-dire que on avait encore des éléments qui prouvaient ça. Qu'il n'avait pas été visité. Et donc je continue. Donc du coup les fouilles continuent. Et puis petit à petit évidemment
ils vont rentrer dans les boyaux remplis de pierres, etc. pour continuer à déblayer et puis apercevoir petit à petit déjà l'antichambre, hein, avec évidemment un certain nombre d'éléments en pagaille, hein, puisque il faut s'imaginer que à l'époque, alors déjà on va percer avec une baramine les entrées qui sont encore obstruées. Et préciser aussi, parce que ça a quand même son importance, il faut le dire, on utilise quand même une bougie pour voir qu'il n'y ait pas de gaz carbonique qui est à l'intérieur de cette antichambre. Un peu comme dans les mines dans le nord de la France. Quoi. Exactement, c'est exactement le même passé que nous, mais quelque part à la même époque, hein, en 1900, hein, donc à la même époque. Ouais. Et donc là, on y est. Carnarvon, qui lui, c'est à signifier, Carnarvon, il est aux côtés de Howard Carter. Hein. Ils sont à deux dans la tombe. Le Lord, lui, même s'il finance l'expédition, il est là parce qu'il est tout autant excité de savoir ce qui se cache là-dedans. Et là, évidemment, il découvre que il s'agit de la tombe, et elle est indiquée de Toutankhamon. Hein. Il s'agit de la tombe de Toutankhamon, et Carnarvon demande à son acolyte, l'archéologue, est-ce que vous voyez quelque chose ? Vous voyez quelque chose, Carter ? Vous voyez quelque chose ? Et là, Carter, tout tremblotant, lui dit « Oui, je vois des merveilles. » Et oui, parce qu'ils ont découvert un trésor qui est l'un des plus gros trésors jamais découverts dans l'égyptologie moderne, et on peut même le dire quasiment dans l'histoire de l'archéologie, parce que vous imaginez quelque chose qui a 3500 ans, on est au-delà de la naissance du Christ, on est au-delà des civilisations antiques, romaines, grecques qu'on connaît, on est dans la civilisation égyptienne, qui est une civilisation, une des primo-civilisations qu'on étudie dans nos écoles. Et donc, voilà, là, évidemment, ça commence un peu à y avoir de la tension dans la petite équipe. Hein. Et évidemment, peu à peu, on vient déblayer un peu tout ça. Et puis, je passe un peu parce que, évidemment, au jour le jour, hein, il se passe des choses. Au jour le jour, ils déblayent quelque chose. Ils évoquent les choses avec les autorités locales, ils évoquent ça avec toutes les personnes à qui il faut informer de cette présence, de cette découverte magnifique. Mm-hmm. Et seulement la porte de la tombe est réalisée le 17 février 1923. Donc on est quand même presque 4 mois après. Ah, c'est énorme. Et entre deux, du coup, ils ont fait énormément de découvertes, plein d'artefacts et compagnie qu'ils ont pu récupérer. Voilà. Et il y a eu aussi des phases où ils ont temporisé les choses pour évidemment que tout le monde soit présent au moment de la découverte. Donc évidemment, dans la tombe, outre évidemment la tombe de Toutankhamon avec la momie qui est intacte de Toutankhamon, ce qui est exceptionnel à cette époque-là, dans une tombe tout à fait intacte avec du mobilier, des bijoux. Enfin, vous imaginez la découverte d'un trésor. Enfin, ça c'est le fantasme de tout archéologue, hein, et de tous jeunes enfants, hein, quelque part, parce que on s'imagine tous à un moment donné ouvrir une trappe et tomber sur quelque chose de fantastique. Ouais. Et là c'est le cas. Le Howard Carter, Lord Carnarvon vont trouver donc cette tombe, et puis voilà, hein, on est sur la découverte la plus importante de tous les temps. Ça, on peut le dire. Là, je suis en train de regarder, hein, tout simplement en tapant dans Google Trésor Toutankhamon. Tu regardes les images de tout ce qui a été trouvé, c'est incroyable. Comme tu dis, le mobilier, les artefacts, tout ça. Mais la tonne de matériel, et en fait, ça a l'air d'être dans un état, mais de conservation parfait. Enfin, c'est incroyable. On dirait que on peut dire que c'est neuf, parce qu'on voit qu'il y a des trucs
qui sont quand même assez. Non, mais les ors abîmés. les ors sont Mais les ors, flamboyants. exactement. Le masque de Toutankhamon, il est incroyable. Enfin, Incroyable. pourtant, on le connaît par cœur, hein, mais tu regardes, c'est malade. Alors, il y a une petite image, je sais pas si tu l'as vue, mais moi qui quand je la vois, je me dis c'est incroyable. C'est l'image de la porte qui est scellée avec des bouts de ficelle qui prouvent que ça n'a pas été ouvert depuis plus de 3000 ans. Alors, je sais pas si tu l'as, cette image-là, elle est incroyable. Et chez vous, Oui. n'hésitez pas à aller la voir. En fait, cette image-là, elle résume un peu elle résume tout ça, quoi. Alors, C'est le. moi, cette photo, en fait, on dirait que deux, tu sais, de la façon dont les cordes sont liées, on dirait deux mains qui tiennent la porte. Tu sais Ouais. Et puis c'est pas un nœud comme on en ferait à notre époque, quoi. C'est pas un petit nœud, c'est Ouais, pas un exactement. double nœud, quoi. Hein, Non, exactement. On dirait d'ailleurs qu'il y a un des nœuds qui a une genre d'enveloppe autour avec des hiéroglyphes dessus d'ailleurs. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et donc voilà, l'époque escalée, tout le monde vient du coup un peu entrer dans cette tombe, vient voir ce qui s'y passe, etc. Et là on va rentrer dans le vif du sujet, puisque on parle bien de la malédiction de Toutankhamon. Alors, il faut savoir quand même que, juste pour se remettre un peu les choses au clair, il y a 17 personnes, le 17 février 23, qui vont être là à l'ouverture du tombeau. Ils sont 17. Okay. Donc ils sont 17. Et c'est là que finalement, 2 mois plus tard, il y a une macabre série va démarrer. Et qui vient un peu perturber un petit peu toutes ces découvertes. Et malheureusement, cette série, elle démarre par le décès de Lord Carnarvon. Donc le financeur, la personne qui est à l'initiative des recherches, elle décède le 5 avril 23. Donc je vous rappelle, 17 avril 23, 5 avril 23. On est 1 mois et demi plus tard. Oh, c'est très 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 rapide. Alors que cette personne, elle était en très bonne santé. Et alors, elle était en très bonne santé, a priori. Et en plus, elle meurt, ça a priori, tout le monde le sait, mais elle meurt quand même dans des circonstances très bizarres, puisqu'elle meurt à la suite d'une piqûre de moustique. Alors moi, je sais pas, perso, alors je sais qu'à l'époque, c'était quand même un peu, j'imagine. Oui. Alors nous, on en rigole ici, parce que peut-être toi encore moins, parce que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup plus de moustiques, mais en tout cas, quand nous, un moustique, on est... un moustique, on est mort de rire, effectivement. Mort de rire, voilà. On est plutôt mort de rire que mort tout court. En tout cas, on peut imaginer que, malheureusement, cette mort, elle vient un peu contrarier tout le monde, parce que c'est quand même assez inattendu. Hein, et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Mourir d'une piqûre de moustique, c'est plutôt rare, on va dire. Ouais, exactement. Et puis, on a, dans cette année 1923, on a 4 personnes qui meurent, qui étaient des personnes proches de l'expédition. Yeah. Alors, juste après Lord Carnarvon, on a le professeur Lafleur, qui est forcément, tu le connais, un archéologue canadien. Je ne sais pas si tu l'as, mais qui est donc un ami très proche de Howard Carter. Ok, qui d'accord. lui-même est l'archéologue en chef sur le site de la Vallée des Rois, de la découverte donc très, très proche, de Toutankhamon. Okay. Donc très proche. Okay. Donc ça en fait 2. Ouais. Mais c'est pas fini, puisque le 16 mai 1923, on a l'un des financiers de l'expédition qui est George J. Gould, qui meurt lui d'une pneumonie après avoir eu une fièvre qu'il a contractée pendant la visite de la tombe. Okay. Donc, le financier, il est venu constater la découverte quelques temps après, il a visité, et le pauvre, malheureux, il est décédé suite à sa visite, puisqu'il a été malade.
Bon. Donc là, dans le petit milieu, ça commence à jaser, comme dirait l'autre. Hein. Ouais. Je pense que tu peux le comprendre. Ouais. Il commence à y avoir un petit soupçon qui se crée. Et surtout à l'époque, on n'est pas à l'époque des réseaux sociaux. Hein. Vous imaginez un truc comme ça avec les réseaux sociaux. Bam, le jour, le 6 avril après la mort de Lord Carnarvon, malédiction, etc. etc. Ouais. Mais cependant, là, à l'époque, on a vraiment un climat... qui se construit peu à peu après ces morts-là, où les gens se disent qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans la tombe de Toutankhamon ? En tout cas, si t'es allé dans la tombe de Toutankhamon à cette époque, je pense que t'es pas bien. Je pense que le soir, quand tu te couches, tu te dis j'espère que demain matin, je vais me réveiller. Tu te sens un peu fébrile, on peut le dire. Ouais, c'est ça, t'es pas à l'aise. Mais après, en même temps, tu te dis, il y en a 17 qui sont rentrés avec moi. Bon, là, on n'est plus que 14. Bon, voilà. Et puis, il y en a un qui était même pas là, c'est juste un ami. Bon, voilà, tu vois, on peut aussi relativiser les choses, sûr, à l'époque. C'est sûr, et d'ailleurs, est-ce que... En fait, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que les gens qui décèdent, c'est quand même des gens qui ont tous été méga proches de la découverte. Parce que sinon, ça serait facile de trouver des malédictions à droite à gauche comme ça, en se disant il y a le beau-frère de la tante, du cousin, du gars qui a découvert la tombe qui est mort au même moment. Bon, effectivement, c'est une coïncidence. Mais là, alors, c'est quand même des gens très proches. C'est d'ailleurs ce qui est plus ou moins dit à l'époque. Ouais. À l'époque, il y a des gens qui relativisent et qui disent des morts, il y en a partout et il y en a tout le temps. Bah oui. Et en fait, ce n'est juste qu'un malheureux hasard d'avoir 3 personnes qui décèdent. Surtout que, pour rappel, on va dire que la personne la plus importante, c'est la première qui décède, c'est Lord Carnarvon. Oui. C'est le symbole. C'est elle, c'est le symbole. Après, les autres, effectivement, on en a un qui vient visiter la tombe, il tombe malade, il meurt. Et puis on a un ami proche du quai d'archéologue qui décède. Bon, voilà. Okay. Ça peut arriver. Hein. On peut toujours trouver des morts qui se rapprochent de ça. Hein. Ouais. Et puis la série continue. Okay. Puisqu'en 1923, on a le demi-frère de Lord Carnarvon qui meurt 6 mois après son frère. Mais là, on est typiquement dans l'idée d'un mort. Voilà, il est mort, c'est malheureux pour ce monsieur. Il n'a pas visité la tombe, il n'a pas visité la tombe, okay. Voilà, il est juste proche. Ouais. Par contre, il commence à y avoir des choses qui commencent un petit peu à inquiéter les gens. C'est quand en 1924, on a le professeur Hugh Evelyn White, qui a été l'un des premiers à entrer dans la chambre, qui se pend. Okay. Lui, il se pend en 1924. Alors là, il commence à y avoir un peu d'inquiétude. On sait pourquoi ou parce que il souffrait de dépression. Bon, voilà. D'accord. Après, okay. En même temps, voilà. Hein, on peut pas non plus imputer ça à Toutankhamon. Hein, exactement. Mais quand même, là où ça fait beaucoup, c'est que quelques temps plus tard, on a Archibald Douglas Reed, qui est l'un des radiologistes qui a radiographié la momie, qui meurt. Okay. Aussi. On ne sait pas de quoi, mais en tout cas, il meurt. Hein. Et puis, on continue sur une litanie de morts un peu bizarres. Alors, parmi lesquels, je ne vais pas tous les citer, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Il y en a des anodines, mais il y en a des un peu plus marquantes, on va dire. On a notamment une infirmière qui a soigné Lord Carnarvon, qui décède en 1926. Ok. On a, suite encore à une visite du tombeau de Toutankhamon en 1926, l'égyptologue George Aaron Benedict qui meurt le 26 mars. Okay. Donc, suite là à la visite. Hein. Ok. Bon, c'est quand même. On sait combien de jours après la visite Alors le 26 mars. Ah non, ça on sait pas. On sait pas. Okay. Mais en tout cas, après avoir visité le tombeau, il meurt. On a en 1928
donc là, on commence à s'éloigner un peu des dates. Hein. Ouais, tu commences à le constater. Ouais, donc, ouais. en fait, plus on s'éloigne, moins la thèse de la malédiction, elle a quand même, Oui, elle là, porte son effet. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais cependant, on a un savant archéologue anglais qui a abattu le mur de la chambre mortuaire, qui meurt subitement, lui, en 1928. Ok. Donc, Ok. on a ensuite, en 1929, le secrétaire de Howard Carter, qui meurt, lui, sans raison à part... Enfin, si, il meurt d'un accident, d'un AVC, mais sans prédisposition particulière, à 35 ans, en 1929. Okay. Oh mon Dieu. Bon, ok. Et voilà, les autres, je vais pas te les faire, parce que, bah, évidemment... Ouais, il y en a Carter, une litanie après. Hein. Tu l'imagines, il meurt aussi à un moment donné. Ouais, c'est ça. Howard Carter, forcément, hein, mais il meurt à l'âge de 64 ans. Oui. Et puis, on a des personnes qui meurent, notamment en 1967, on a l'un des directeurs du département de l'Antiquité qui décède subitement d'une hémorragie cérébrale. Ouais, après avoir signé l'accord de sortie du trésor de Toutankhamon. Ah oui, ok. Ah, ok. Ah non, mais voilà, oui, je te dis pas qu'il est mort. Oui, je te fais pas ça. Non, mais il est pas juste mort, sinon ce serait pas raisonnable de le dire. Mais voilà, c'est quand même bizarre. Hein. Ouais. En fait, à chaque fois, c'est quand même un peu lié, quoi. Ouais. Exactement. Et alors, encore un truc de fou. En 1972, on a le successeur de ce même Mohamed Merhi, qui est donc décédé après avoir signé l'accord de sortie, qui meurt dans les mêmes circonstances après avoir signé pour une expédition à Londres de Toutankhamon. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors là, la coïncidence, elle est incroyable. Ouais. Bah, c'est surtout la succession de coïncidences qui est incroyable. Voilà, c'est ça. En fait, c'est fou de se dire, on a des personnes qui sont mortes dans les mêmes circonstances après avoir signé le même bordereau, tu vois, pour l'expédition. Ouais, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup, là. Même si c'est dans les années 70. Là, on est d'accord, la découverte, elle date des années 20. Là, on est 50 ans après. Mais ça reste encore des trucs qui sont très liés à ça. Enfin, c'est vrai que c'est... Donc, voilà, on est sur quelque chose quand même de perturbant. Ouais. Même si... Voilà. Mais après, on en revient sur notre fameux épisode où on essaie de rationaliser les choses. Ouais. Bon, mourir, ça nous arrive à tous. Hein. Malheureusement. Ça, c'est un fait. C'est sûr. Malheureusement. Mais après, mourir avec les circonstances dont on vient d'étayer à l'instant, c'est quand même un peu particulier. Ouais, on clairement. peut le dire. Donc, la particularité de tous ces décès, on a soit des gens, effectivement, qui sont décédés après avoir visité la tombe, hein, et puis on a des gens qui en sont décédés simplement après avoir un rapport particulier avec Toutankhamon, en signant des bordereaux pour des expéditions ou pour toute autre chose. Ouais. Alors, il faut savoir que pourquoi on parle de malédiction, parce que dans l'Égypte antique, il arrivait fréquemment qu'à la fermeture des tombeaux, il y ait quelques petites incantations qui soient faites pour que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'y ait pas des pillards. Ouais, classique. Parce que le fléau de l'Antiquité, à l'Antiquité même, hein, on ne parle pas de pillards des années 1900 ou 1800. Avant Indiana Jones. On parle des pillards avant Indiana Jones, on parle des pillards au Moyen-Âge, on parle des pillards même sans doute bien avant. Oui, moi j'avais vu que souvent, dès qu'il y avait une personne qui était enterrée à cette époque-là, dans la semaine, dans le mois, là, dans l'année, il y avait des tentatives. Hein. Parce qu'on savait qu'ils étaient enterrés avec beaucoup d'or et compagnie. Donc, voilà. C'est ça. Alors, peut-être moins à l'époque de l'Antiquité, parce qu'il y avait quand même la croyance qui était présente. Mais effectivement, plus la religion, plus ce polythéisme s'est éteint, plus on a eu des tentatives, parce que, comme tu le dis, hein, l'Égypte à l'époque, c'est une mine d'or. Hein. Ouais. On a des trésors fabuleux dans le coin. Ouais. Donc forcément, ça attire l'œil. Alors,
évidemment, comme tu l'imagines, cette malédiction, elle a fait l'objet de tentatives d'explication. Hein. Oui. Alors, je sais pas ce que t'en penses, mais la première chose qu'on imagine, c'est si on revient aux moustiques, si on revient aux pneumonies, etc. C'est évidemment, on se dit il a chopé un sale truc quand il est rentré dans la tombe. Hein. C'est ça, ils ont chopé un microbe, une bactérie qu'ils n'avaient pas aux États-Unis, à Paris, en Angleterre, et du coup l'organisme n'a pas réussi à s'adapter, ils sont morts de ça. Ouais, c'est ça. Et alors, d'ailleurs, je tiens quand même à préciser un truc qui est intéressant à l'époque, c'est que, à l'époque, on a du coup quelque chose qui vient expliquer un peu cette thèse de la malédiction aussi, puisqu'on a le célèbre Arthur Conan Doyle, que tu connais peut-être, adepte du spiritisme, qui lui est un des premiers à transmettre un peu cette malédiction du pharaon, en disant que à l'époque, pour protéger l'entrée des tombes, les prêtres en fait ils venaient jeter des sorts et voilà. Et alors d'ailleurs, ce qui est fou, c'est que on a Agatha Christie qui vient écrire qui s'inspire de cette histoire-là en 1923, donc vraiment l'année d'après, avec alors je vous invite à aller le lire, je l'ai pas lu personnellement, avec un livre qui s'intitule L'aventure du tombeau égyptien. Ok. Alors ça c'est vachement intéressant parce que du coup ça montre aussi que cette histoire, elle a un écho dans la même époque. Hein. Elle n'a pas juste un écho dans notre époque actuelle, elle a un écho à l'époque des années 1920. Hein. Et parmi des personnes plutôt influentes. Et donc, évidemment, à l'époque, au-delà de cette histoire de prêtre qui jette une malédiction, on imagine que peut-être il y a des gaz qui s'échappent. Oui, moi j'avais vu ce genre d'explication, effectivement. Ouais. Alors, des gaz, des champignons aussi, qui pourraient être du coup la cause de ces difficultés, notamment liées à tout ce qui est pneumonie, hein, parce que ça n'explique pas que le gars qui signe une exposition, il meurt subitement. C'est ça, effectivement, pour moi ça explique peut-être les décès immédiats à l'ouverture, mais c'est sûr que d'autres coïncidences après, ça, pour moi ça explique un peu moins, à moins que du coup ça te donne une maladie qui revient tous les ans, etc. Enfin, tu sais que tu as du mal à te défaire, mais ça n'a pas l'air d'être le cas en fait. Alors, on a de toute façon, chez les archéologues, on a des récurrences de pneumonie. Puisque les archéologues sont des professions où il y a forcément des entrées dans des lieux humides, des lieux fermés, avec des fois des choses en décomposition qui viennent forcément rendre difficiles les manœuvres, et puis l'absorption elle est importante, hein, parce que les gens forcément c'est confiné, ils absorbent un certain nombre de matières. Et alors on a du coup quelqu'un qui vient nous dire aussi que les coupables de ces pneumonies, ce serait la dégradation des fruits et des légumes. Parce qu'en fait, comme tu le sais, à l'époque, les pharaons, ils sont enterrés avec des victuailles. Oui. Parce qu'ils ont un voyage à faire. C'est ça. Et puis ça donne faim. Et ça a l'air assez loin, donc effectivement, il faut des vivants. Évidemment, voyage pour l'éternité, hein, pas d'arrêt avant l'arrivée dans 10 milliards d'années. C'est ça. Donc forcément, on y met un peu à manger. Et donc ce serait la décomposition qui viendrait créer qui serait fortement allergène en fait, hein, pour les pharaons. Parce que tout est fermé, donc l'atmosphère, une fois qu'ils ont scellé la tombe, c'est fermé, donc effectivement, dès que tout ce qui va se décomposer, ça reste là, il n'y a pas d'échappatoire, donc ça doit faire un cocktail assez détonnant effectivement quand tu ouvres les portes. Ça doit pas sentir la rose. C'est ça. Alors, du coup, pour terminer sur l'histoire, on va dire à proprement dite, on a quand même beaucoup de gens qui ont visité du coup cette tombe. Ouais. Hein.
notamment suite à la découverte du tombeau. Il y a eu nombreux, notamment archéologues. T'imagines, hein, tout le monde se pressait à l'époque pour aller voir ce qui s'y passait. Et il y a même la reine de Belgique qui a été voir. Ah ouais. T'imagines ? Ok. À l'époque, la reine de Belgique, elle a été voir un peu ce qui se tramait là-dedans. Donc, elle a visité la tombe de Toutankhamon. Et bon. Il y a quand même beaucoup de personnes qui ne sont pas mortes finalement et qui ont visité la tombe. Oui. Et d'ailleurs Howard Carter qui est tant mieux évidemment. Howard Carter qui est le découvreur du tombeau. Lui il est décédé quasiment 20 ans après la découverte du tombeau, et sa fille, puisque sa fille était présente, la fille de Lord Carnarvon, je sais pas si tu te souviens, on parlait de Evelyn. Evelyn, elle est décédée 58 ans après, donc elle a vu du pays, on va dire, entre guillemets, oui, à cette époque, suite à son entrée dans la tombe. Mais d'ailleurs, donc, alors, au final, j'ai une question. Oui. Parce que moi, quand j'étais tout petit, il y a un truc qui m'avait marqué, mais je ne saurais pas le resituer, c'est que quand un des protagonistes est décédé, j'avais appris qu'il y a le chien de ce protagoniste qui était décédé au même moment à Londres. Alors, est-ce que c'est une vraie histoire ou pas ? Ah, ça, j'ai pas l'info. Alors, si tu veux, on peut regarder en direct. Continue, je vais regarder. Mais moi, c'était un truc qui m'avait marqué quand j'étais petit. Tu me tiens au courant. Ouais, vas-y. Tu me tiens au courant. Vas-y, continue l'histoire officielle. Et donc voilà. Alors, l'histoire, elle se termine là, en fait. Hein. Elle se termine avec cette conclusion de se dire, finalement, il y a eu beaucoup de décès suite à l'entrée dans la tombe. Ça, c'est un fait. On a eu des décès marquants, comme tu l'as dit. Mais rien, en fait, qui ne soit, en fonction du nombre de personnes qui y sont rentrées, rien qui ne soit probant sur la nature d'une certaine malédiction. Hein. Ouais. Alors, du coup, je me suis un petit peu amusé à... Alors, je sais pas ce que t'en penses, toi. Est-ce que t'as une théorie avant que je termine sur autre chose, sur potentiellement une malédiction? Alors, si tu me poses la question, moi j'aime bien l'idée de la malédiction parce que je trouve que c'est incroyable, tu vois. Mais après, si mon cerveau terre à terre me dit que une partie des décès serait due pour moi à, comme on s'est dit, des sports, quand ils ont ouvert le truc, franchement ça devait dauber, hein. Ça devait sentir le renfermer, franchement t'imagines, tout en décomposition, bien sûr qu'ils ont chopé quelque chose. Enfin, dans le métro de Montréal on met des masques et tout parce qu'on n'a pas envie de se choper des trucs. T'imagines toi rentrer dans un tombeau comme ça fait 3000 ans et quelques. Effectivement, j'imagine qu'ils ont chopé quelque chose et que l'autre partie c'est des coïncidences, mais il y a quand même des coïncidences qui sont incroyables. Ça c'est c'est mon côté terre à terre. Après honnêtement, pour moi Toutankhamon, la malédiction de Toutankhamon, moi j'adore. Donc voilà, c'est ça mon avis. D'accord. Alors du coup, je me suis un petit peu amusé. Alors et du coup, ça ferait peut-être aussi l'objet de commentaires pour nos auditeurs. Je me suis amusé à aller regarder les différentes malédictions. Ouais. Tu sais, parce que évidemment la malédiction de Toutankhamon, c'est celle qu'on connaît le plus. Hein, oui. Puisque elle est plus ou moins récente aussi, hein, parce qu'il faut dire, ça date d'il y a à peine 100 ans. Ouais. Mais allez, dis-moi, toi, t'en connais des malédictions connues ou pas ? Je pourrais pas te dire comme ça, mais il y en a beaucoup. Allez, il y en a au moins une que tu... Il y en a une que tu connais, ça c'est sûr. Mais après, voilà, que tu connais... Tu me prends un dépourvu. Je pourrais pas t'en sortir comme ça. Si je te dis... Et alors, du coup, n'hésitez pas, vous, en commentaire, à aller nous dire celles que vous aimeriez bien qu'on développe. Hein, parce que c'est aussi l'objet de vous les évoquer là en direct. C'est pour que vous puissiez nous dire si vous avez envie qu'on détaille une de ces malédictions. Il y a la malédiction des Templiers. Ah bah oui, mais oui. Oui, les Templiers. Et je sais pas si tu te souviens de l'histoire. Ouais. Mais le dernier maître templier, c'était Jacques de Molay, qui s'est fait
qui s'est fait Ah bah brûler. les rois maudits. Voilà, et du coup il s'est fait brûler, il a maudit. Sur 7 générations, je pense. Alors je sais plus exactement sa phrase, mais Ouais. il a maudit le roi Philippe le Bel, Ouais. qui est mort lui dans un accident de chasse. Horrible, ouais. Puis même Et sa descendance. il a maudit le pape Clément V, qui lui aussi est décédé, et il a maudit le grand inquisiteur de France, qui lui-même est décédé. Donc incroyable aussi, on peut le dire. Ouais, incroyable. Alors, allez, alors j'ai un petit top aussi, hein, donc ça c'est la malédiction des Templiers. Il n'y a rien qui te vient là comme ça en tête. Ah, il y a une malédiction beaucoup plus proche, qui est aussi significative, hein, finalement. Souvent on en parle parce qu'on se dit, ah bah tiens, incroyable, c'est une famille. C'est une famille. Malédiction d'une famille. Ah non. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, ça me dit rien. Eh ben si, la malédiction des Kennedy. Ah bah oui. Eh ouais. Oui. Eh oui, parce Oui. qu'on a terrible d'abord aussi. John Kennedy, le président des États-Unis, qui a été assassiné en 1963. Ouais. Après, il y a son frère qui est mort en 68. Après, il y a son fils qui est mort en 84 Terrible. d'une overdose. Après, il y a un autre fils qui est mort dans un accident de ski en 97. C'est fou. Et il y a ensuite, il y a aussi un autre membre de la famille qui est décédé dans un accident d'avion. Donc vous imaginez, là aussi on est quand même face à quelque chose d'incroyable. Ouais. Et si je devais en retenir une petite dernière pour la route qui m'a fait quand même assez rire, parce qu'il y en a plein, hein. Il y en a plein, mais alors celle-là elle m'a quand même fait doucement rire. C'est la malédiction de la chaise de Busby. Est-ce que tu connais cette malédiction? Non mais c'est incroyable. Ça me fait penser à l'épisode de Kaamelott où Perceval, je pense, il doit aller chercher une chaise dans le centre de la France. Et en fait, c'est une chaise où si tu t'assois dessus, t'arrives à l'autre bout de l'Angleterre, en fait, au même moment. Sauf que Perceval, en gros, dans Kaamelott, dit bah, je l'ai ramené, je me suis bien fait engueuler quand je l'ai ramené la chaise. Ouais, Alors, on adore Kaamelott, hein, moi j'adore aussi. Mais alors, du coup, là je vais te parler de celle-là, mais il y en a une qui m'est venue en tête entre-temps, que j'avais même pas répertoriée. Et celle-là, tu la connais. Celle-là, si tu la connais pas. La chaise? Non, vas-y, dis-moi. Non. Je vais te parler de la malédiction de la chaise de Busby après. Ok. Il y a une malédiction que tu connais, qui est une malédiction hyper connue. Je suis pas le protagoniste. T'es pas le protagoniste, mais c'est une malédiction vraiment très connue. Plutôt une malédiction, on va dire, américaine, hein, pas européenne, mais Okay. Allez, je te donne un autre indice. Il y a une série de films qui a été faite sur cette malédiction. Il y a une série de films qui a été faite sur cette malédiction. Ah ouais. Ça me dit rien. Ça me dit rien. Je suis vraiment nul en cinéma. Ça te dit rien? Non. Ça te dit rien? Allez, si je te donne un autre indice, ils ont dû enfermer la chose maudite dans une cave. C'est une poupée, non? Eh bah ouais. Eh bah oui. Annabelle. Annabelle. Ah bah oui. La malédiction oui. d'Annabelle. J'en ai quand même trouvé une. Ah, ça aussi, c'est incroyable. La malédiction d'Annabelle, donc qui a été enfermée. Alors c'était les époux Warren. Warren, je pense, c'est ça. Ouais, exactement. Donc dans la cave des Warren, enfermée, et surtout il fallait surtout pas la faire sortir de peur de maudire les personnes ou les enfants qui l'auraient avec eux. Ça sent l'épisode Affaires Obscures. Ça sent l'épisode Affaires Obscures. Ça sent l'épisode. Mais je reviens sur la chaise de Busby là. Ouais. Incroyable cette histoire. En fait, c'est quoi l'histoire de Busby? En fait, c'est un monsieur, Thomas Busby, qui est donc un criminel anglais, qui a été pendu en 1702 parce qu'il avait tué son beau-père. Ouais. Et en mourant, je trouve ça incroyable, il a maudit sa chaise préférée. Énorme. En disant: quiconque s'assoira sur ma chaise mourra d'une mort atroce. Ah ouais? Et alors du coup, plusieurs personnes se sont amusées, ont essayé de s'asseoir sur la chaise et sont mortes dans la journée. Mais non. En tombant d'un toit ou dans un accident de voiture. Et alors là ce qui est fou, c'est que tu iras voir la photo. En fait, depuis, la chaise, elle est dans un musée
dans le Cirque Ils empêchent Museum. tout le monde de s'asseoir dessus. Non, elle est accrochée à 2 mètres du sol. Il est interdit d'y poser ses fesses. Et Ah, mais non. j'adore. Moi, Et- j'adore la chaise de Busby. Ah, écoutez, si on a l'occasion, on en reparlera. Mais il y en a plein d'autres. Hein. Il y a notamment une autre malédiction, et celle-là, moi je l'ai déjà vécue. Là, pour le coup, dans mon quotidien. Puisque j'ai déjà vu cette malédiction chez quelqu'un, et je me suis dit à chaque fois, pourvu qu'il n'arrive rien à cette personne. Est-ce que tu connais la malédiction du tableau de l'enfant qui pleure? Ah non, pas du tout. Mais ça fait flipper. Le tableau de l'enfant Alors, qui pleure. La malédiction de l'enfant qui pleure, c'est une toile qui est maudite et qui, dès lors qu'elle se trouve dans un endroit, la maison brûle quelque temps après. Ah ouais. Oh là là, mon dieu. Donc, Ok. donc là, c'est terrible. Et moi, j'ai déjà vu une personne qui avait qui avait un grand tableau avec un enfant qui pleure. Déjà, je trouve ça glauque hein, Ouais, c'est d'avoir un peu. d'avoir un tableau d'un enfant qui pleure. Ouais. Mais alors, de se dire qu'en plus, ta baraque, elle peut cramer après avoir mis ce truc chez toi, c'est quand même un peu dur. Mais du coup, Donc, c'est une voilà malédiction générale celle-là, c'est-à-dire que parce que j'imagine que si la maison crame, le tableau crame. Ouais, alors, de ce que je vois, le tableau, lui, il est toujours intact. Ah ouais. Il est ok. retrouvé toujours intact. Wow. C'est ça qui est incroyable. Ok. C'est un tableau du peintre Bruno Amadio qui Ok. a été distribué dans les années 50. Et à chaque fois, la toile a été découverte intacte. Et donc voilà parmi toutes ces malédictions. Alors des malédictions, il y en a plein. Oui. Et en fait, c'est, je dirais peut-être une des conclusions, et je vais te laisser conclure après, mais c'est de se dire que dans les malédictions, il y a quand même beaucoup de hasard dans ce qui se passe. Oui. Et finalement, pour revenir à ça, c'est de se dire, est-ce que finalement le hasard ne se trompe pas quelque part hein. C'est ça. Est-ce que le hasard ne se trompe finalement pas hein. est-ce que c'est nous qui relions plusieurs points de hasard pour trouver une malédiction, ou est-ce que c'est le hasard qui décide de ces malédictions? Ça effectivement, c'est la question. C'est ça. Donc on vous laisse en tout cas en suspens avec Attends, on va ajouter autre chose. On va ajouter autre Vas-y. chose. Parce que mon histoire du chien qui est mort, et bah effectivement, j'ai trouvé quelques petites sources sur internet. Le chien de Lord Carnarvon. En gros, au moment exact où Lord Carnarvon s'éteignait, son chien à Londres aurait poussé un terrible cri et serait mort au même moment. Incroyable. Incroyable cette histoire. Alors que lui, il est mort en Égypte, je pense. Hein. Et il est mort en Égypte. Alors, est-ce que c'est des choses qui ont été rajoutées pour romancer et tout ça? Mais non, hein, c'est effectivement... Est-ce que finalement, ce serait pas un cas de bilocation, pardon? Exactement, pourquoi pas? Non, on va pas relayer tous les sujets entre eux, c'est pas utile. Mais en tout cas, voilà pour ce petit sujet. N'hésitez pas si vous avez... On peut refaire, par exemple, je pense qu'on fera un épisode sur le tableau de l'enfant qui pleure. C'est incroyable, je le connaissais pas et je viens de voir des photos, effectivement, c'est incroyable. Là, il y en a plein, donc attends, moi, la chaise maudite, je trouve ça incroyable comme histoire. Je la trouve géniale, honnêtement. Et alors, j'avais fait un petit laïus sur les malédictions dans les films. Je vais pas avoir le temps de la faire, mais je programme juste un épisode sur les malédictions dans les films. Parce qu'il y a plein de malédictions autour de films. Alors, on voit, il y a notamment l'exorciste. L'exorciste, et parmi d'autres. Et je pense que ça pourrait être intéressant aussi qu'on The Ring. ce sujet-là. The Ring, c'était avec une cassette, je pense. The Ring, il y a plein de choses, on peut en reparler. Donc voilà, Florent, pour cette histoire. Bah écoute, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Super histoire. Moi, j'ai adoré. On a un petit peu changé d'atmosphère et d'environnement. Ouais. Et sans doute que la semaine prochaine... Allez, sans nous en dire trop, Florent, qu'est-ce que tu nous as préparé pour la semaine prochaine? Dis-nous. Bah, écoute, sans en dire trop, tu nous as fait faire un gros bond dans le passé, c'est à cet épisode. Moi, je vais vous faire un grand bond dans l'atmosphère. On va parler OVNI, mais lequel, ça, on verra ça la semaine prochaine. Bon, et ben écoutez, en tout cas, un grand merci de nous avoir écoutés.
On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Affaires Obscures. Salut Florent. Salut David, et puis n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous laisser une petite note sur vos lecteurs de podcast ou de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Facebook ou Discord. La bonne soirée, la bonne semaine, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut.